Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau point lecture. J'ai 1, 2, 3, 4 romans à vous présenter cette semaine. Donc oui, là vous me voyez avec mon pull que j'ai quand je suis à la maison. Je l'aime bien. Alors certains trouveront qu'il est peut-être dégueulasse, hein, au vu de mon physique, n'est-ce pas? Mais moi je l'aime bien parce qu'il est très confort, il est doudou, il est chaud et voilà, je le mets quand je suis à la maison, quand je bosse à la maison. Et voilà. Donc on va tout de suite commencer ce point lecture avec, je vous le disais dans le book haul de la semaine précédente, j'ai reçu et lu Pachinko de Min Jin Lee aux éditions HarperCollins Poche. Euh, alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils l'avaient dans leur palle et certains dans leur wishlist. Mais, comment vous dire? Excusez-moi, je viens d'entendre mon téléphone sonner. Ah, oui, effectivement. Excusez-moi, c'est une urgence logistique. Donc, c'est pas grave, je couperai au montage. Donc, je disais, oui, je disais que beaucoup d'entre vous, suite au recall, vous m'aviez dit que ou vous l'aviez dans vos pales, ou vous l'aviez dans vos wishlists, mais que vous n'osiez pas vous lancer parce que il était un peu épaisse. Et il est vrai, alors je ne sais pas combien de pages il fait en grand format, mais en poche, il fait un peu plus de 600 pages. Mais je tiens quand même à vous dire, n'ayez pas peur, allez-y, foncez sur ce roman, foncez sur cette lecture, parce que ces 600 pages, vous ne les verrez pas passer. Vous ne les verrez pas passer, pourquoi? Parce que l'histoire qui nous est racontée ici dans ce roman, eh bien, elle vous prend et elle ne vous lâche pas durant ces 600 pages. C'est tellement bien écrit, on se prend tout de suite d'affection pour les personnages et les pages se tournent toutes seules parce qu'on a envie de savoir ce qui va leur arriver dans dans cette Corée et dans ce Japon des années 30. On va suivre une famille au début, voilà, le roman commence au début des années 30 dans un petit village coréen où on fait la connaissance du personnage de Sunya. Alors, j'espère que je prononce bien, parce que je ne parle absolument pas coréen. Donc, on a le personnage de Sunya, qui est une petite fille. Elle grandit dans ce petit village coréen avec ses parents, avec son père et sa mère. Ils dirigent tous les deux une pension. Tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au moment où le papa décède, laissant sa femme et sa fille diriger la pension seules. Et voilà, Sunya grandit. Euh, Elle fait la rencontre d'un jeune homme, elle tombe très vite, elle tombe très vite amoureuse d'un jeune homme. Excusez-moi, c'est encore de la logistique. C'est toujours comme ça quand on envoie son chéri faire les courses, hein. Voilà. Je vous jure, je vous jure. Bon, je vais laisser mon téléphone là, on sait jamais. Donc, je vous disais, elle tombe amoureuse d'un jeune homme, arrive ce qui doit arriver, hein, ils consomment un petit peu leur amour et elle tombe enceinte. Le problème, c'est que cet homme, ce qu'il ne lui avait pas dit, c'est qu'il a déjà une épouse et des enfants au Japon et Sunya a quand même sa fierté, elle ne veut pas être la deuxième épouse
l'épouse coréenne, voilà, l'épouse un peu laissée pour compte, là toujours la deuxième, celle qui viendra toujours au second plan. Donc, elle met un terme à leur relation, elle garde l'enfant, et son salut va venir d'un des pensionnaires de la pension, hein, Virginie t'enfonce les portes ouvertes, d'un des pensionnaires qui est un prêtre, un pasteur chrétien, voilà, un pasteur chrétien qui lui propose tout simplement de l'épouser, de lui donner un nom et de donner un papa au futur bébé qui va venir et lui offrir une toute nouvelle vie au Japon. Elle accepte, euh, elle accepte et la voilà partie avec son nouveau mari et son futur enfant au Japon. Et là, l'autre partie de l'histoire de cette famille va se dérouler, va se jouer. Et on va partir comme ça tout au long des années, je vous dis donc du coup des années 30 jusqu'aux années 1990. Sur 60 ans, on va suivre toute cette famille avec les grands rendez-vous de l'histoire. Tout y passe, la Seconde Guerre mondiale, la guerre que se mène, enfin, tout le racisme qu'il peut y avoir entre les Japonais et les Coréens. Ça, j'ignorais totalement ce pan de l'histoire asiatique. Il y a une grosse partie de racisme vraiment extrêmement poussée dans ce roman. Et la plume de Min Jin Lee est absolument fluide. Elle a su nous recréer le Japon de 1930 à nos jours, la Corée de 1930 à nos jours. C'est extrêmement bien fait, les personnages sont d'une densité folle, on se prend d'affection immédiatement pour Sunya, pour son mari, pour sa mère, pour ses enfants, pour toute sa famille, pour toute cette famille, pour tous ces gens qui se sont battus pour avoir une vie normale, pour avoir une vie décente, pour pouvoir vivre leur vie tout simplement. Et c'est une très belle histoire, c'est un très beau roman contemporain. Et franchement, je le dis et je le répète, ne vous laissez pas, n'ayez pas peur de son épaisseur. Franchement, ça se lit tout seul. Vous ne les verrez pas passer ces 600 pages. Je vous conseille vivement la lecture de ce roman. C'est un dépaysement total. On apprend énormément de choses sur le Japon et sur la Corée. Franchement, n'hésitez pas et vous découvrirez ce qu'est Pachinko. Parce que le titre de ce roman n'est pas complètement anodin, hein, mais on l'apprend vraiment au fur et à mesure de la lecture. Et le petit mot de Barack Obama ici, en bas de roman, une histoire puissante sur la résilience et la compassion. Là, je le rejoins complètement. Barack, si tu me regardes, ah, passe à la maison quand tu veux, je t'offrirai un café. On peut rêver. C'est vraiment une excellente lecture. Je vous le conseille à 200, 300, 400%. Franchement, ne vous laissez pas, ne laissez pas la peur et les préjugés sur les gros pavés. Franchement, ça se lit vraiment tout seul. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec ma copine Maude de la chaîne Des livres une fille, le tome 4 de la saga Jane Auken de Dean Koontz. Donc ici, c'est La Porte Interdite, publié aux éditions de l'Archipel. Donc, c'est un tome 4. Voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter, de vous résumer, quoique si, grosso modo, dans le premier tome, on fait la connaissance de Jane Auken, qui est un agent du FBI. Voilà, elle a tout pour être heureuse, elle a un bon boulot, un mari tendre et attentionné, aimant, qui va très bien, un petit garçon adorable. Et tout vole en éclats le jour où elle retrouve son mari qui s'est suicidé chez eux dans la baignoire avec un mot un peu bizarre. Et pour Jane, c'est complètement impossible. Son mari ne s'est pas suicidé, quelqu'un l'a poussé au suicide et elle va mener une enquête qui va l'amener à découvrir un complot de personnes qui ont créé
une substance qui, quand cette substance est injectée, on vous injecte des nanoparticules qui se reconstituent dans votre cerveau et qui vous reprogramment, ni plus ni moins. Alors, les personnes qui sont à la tête du programme peuvent vous pousser au suicide et du coup, ça amène Jane à être l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis et ici, on la retrouve en pleine cavale, elle subit une campagne de désinformation et de désintox de la part du FBI, de la CIA, des plus hautes sphères des États-Unis. C'est la femme à abattre, clairement. Et ici, dans ce tome, elle va essayer de retrouver son fils pour le mettre à l'abri. Et clairement, c'est ce que je disais à Maud au début de notre lecture, pour moi, ce quatrième tome est, jusqu'à maintenant, peut-être que ça changera avec le cinquième et dernier tome, mais pour moi, ce quatrième tome, La Porte Interdite, est pour moi le meilleur de la saga. Je m'explique. On retrouve dans ce tome 4 des personnages que l'on a croisés dans les différents tomes précédents, dont on n'avait plus de nouvelles. Et voilà, ça s'explique maintenant parce qu'on les retrouve maintenant. Et j'aime beaucoup parce que c'est des personnages auxquels on s'attachait extrêmement rapidement. Et je trouvais dommage qu'on n'ait plus de nouvelles d'eux. Et là, on en retrouve certains. J'ai trouvé ça très chouette, très réconfortant quelque part, parce que la pauvre Jane, elle a énormément besoin de soutien et d'amitié dans sa quête. Et les chapitres sont très très courts, donc on est en apnée la plupart du temps de notre lecture. Les chapitres sont courts, il y a 2-3 pages grand maximum, et c'est vraiment extrêmement haletant. Et à un moment du roman, on sent la bascule du récit, on sent qu'on s'achemine petit à petit vers l'épilogue de cette saga. Là, La Porte Interdite, c'est certaines personnes vont la franchir et on sent que ça pue un petit peu du cul pour les Arcadiens quand même. On sent qu'ils sont plus tout à fait aussi omnipotents que dans les 3 premiers tomes. Et ça, j'ai trouvé ça enfin, ils vont enfin récolter leur monnaie de leur pièce, hein, les salopios. Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture et j'ai surtout énormément eu d'attachement pour Travis, le petit garçon de Jane et son nouveau copain, Cornell, qui est atteint du syndrome d'Asperger. Voilà, c'est une certaine forme d'autisme et ce petit garçon a réussi à percer la carapace de Cornell et il va se créer quand même un lien très 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 fort entre ces deux personnages. J'ai trouvé cette relation extrêmement touchante. Le personnage de Cornell et au-delà de ses tocs et de sa maladie, il est profondément attachant. C'est un garçon extrêmement attachant, très 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 courageux. Et malgré sa maladie, il va tout faire pour protéger son nouveau copain Travis. Et je trouve ça absolument génial. C'est émotionnellement extrêmement fort. Donc voilà, c'est mon sentiment sur ce quatrième tome. Avec Maud, on a eu à peu près le même. Du coup, maintenant, on a très hâte de lire le cinquième et dernier tome, pardon, qui est sorti aux éditions de l'Archipel au mois de février et qui s'appelle Fenêtre sur la peur. Donc je pense qu'on va se l'organiser au mois de mars. J'en ai pas encore discuté avec elle, mais ça me paraît, voilà, ça me paraît inévitable qu'on se lance dans la lecture du dernier opus, tellement j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va arriver à Jane. J'espère très sincèrement que Jane et ses acolytes vont s'en tirer sans trop de bobos, parce que ça me ferait énormément de peine qu'il leur arrive des bricoles dans le dernier tome. Dans un registre un peu plus léger, j'ai lu Les Tribulations d'Esther Parmentier, Trafic sanglant, vampire sur les dents de Maëlle Dessart. On retrouve ici notre stagiaire sorcière en la personne d'Esther Parmentier. Et c'est aux éditions Rajo, j'avais beaucoup aimé le premier tome de cette saga avec ce personnage d'Esther Parmentier qui est stagiaire sorcière. Elle ne savait pas encore très récemment qu'elle avait des pouvoirs de sorcière.
Et c'est un peu sur un malentendu qu'elle a découvert ses pouvoirs et tout le bestiaire un peu des fantastiques, des ghouls, des vampires, des loups-garous, quand elle a assisté l'agent Loan, que l'on voit ici, euh, qui est un vampire, dans une première enquête qui a fait l'objet du coup du tome 1. Donc ici, dans ce tome 2, on retrouve tous les personnages de l'agence, la stagiaire, son tuteur, et cet agent ici présent qui fait partie de la haute autorité, d'une haute autorité, et il est chargé d'auditer l'équipe. Alors c'est le prétexte qui est avancé au début du roman, donc effectivement il les audite, mais voilà, il va aussi leur prêter main forte sur une enquête de trafic sanglant, un trafic de sang qui va à l'encontre des accords signés entre les vampires et les ghouls. Donc autant vous dire que si les vampires, s'il y a une certaine branche des vampires arrive à leur fin, il va arriver des bricoles à tout le monde et aux humains aussi, et aux humains aussi. Donc, Esther et ses amis vont enquêter sur ce trafic sanglant. Alors, on a des... voilà, c'est une enquête somme toute assez classique, mais voilà, c'est la relation entre les personnages qui fait le sel de ce roman. Là, concrètement, on va avoir un triangle pseudo-amoureux, clairement, et on va avoir des situations complètement ubuesques. Et il y a une scène qui m'a fait mourir de rire, c'est la course-poursuite en trottinette électrique. Alors, je vous laisse imaginer la scène. Vous avez nos agents intrépides qui coursent un vampire. Et celui-ci course le vampire avec ses petites jambes. Et notre stagiaire qui n'a pas la vélocité et surtout la capacité physique à courir. Donc, elle ne trouve rien de mieux que de mettre un joli casque et d'enfourcher une trottinette électrique pour arriver à suivre le rythme de son tuteur. Je vous laisse imaginer la scène. Je vous laisse imaginer ce qui peut arriver lors d'une course effrénée en trottinette électrique. Bref, donc, voilà, le roman est jalonné de moments comme ça, très drôles. On a la résolution de l'enquête, bien évidemment, et on a une amorce d'intrigue pour un troisième tome. Donc effectivement, j'espère très 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 sincèrement qu'on aura un troisième tome des aventures d'Esther Parmentier. C'est rafraîchissant. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'un roman sur les vampires est extrêmement rafraîchissant. Mais voilà, c'est l'humour qui transparaît de ce roman qui est extrêmement rafraîchissant. Le personnage d'Esther Parmentier est rafraîchissant par son humour premier, deuxième, troisième degré. C'est extrêmement déjanté. Les personnages de Roger, le personnage de Dario qui est un djinn, pas le vêtement, hein, l'espèce de génie, hein, voilà. Donc, toute cette galerie de personnages est extrêmement attachante et très très drôle. Et on a aussi le fameux Tristan, qui est une intelligence artificielle, on va dire, extrêmement susceptible, qui m'a beaucoup fait rire aussi. Enfin, bref, vous avez toute une galerie de personnages hauts en couleur, à l'instar de l'héroïne principale, bien évidemment. Je vous encourage à découvrir cette saga si vous voulez quelque chose de drôle, de rafraîchissant, une lecture un peu plus légère. Si vous avez lu un truc un peu plombant, un peu glauque, voilà, une petite lecture légère. Voilà, les tribulations d'Esther Parmentier sont faites pour vous. Et enfin, est-ce que je dois encore... voilà, j'ai lu le tome 8 des chroniques de Sainte-Marie de Jody Taylor, intitulé Le reste appartient à l'histoire, aux éditions Hervé Chopin. Je ne vais pas revenir sur mon attachement particulier que j'ai à cette série. On est voilà, dans un institut, l'Institut Sainte-Marie, qui regroupe des historiens qui ont une particularité, c'est qu'ils peuvent voyager dans le temps pour aller observer le passé. Non pas le transformer,
mais vraiment observer les faits historiques qui se sont passés et du coup en apprendre plus, voilà, agrémenter voilà, les archives avec des images pour pouvoir peut-être sans doute résoudre des grandes énigmes du passé. Et on a le docteur Maxwell, qu'on appelle Max pour les intimes. Je peux vous dire quand même qu'au bout du tome 8, on peut devenir quand même intime avec les personnages, qui est la directrice historique du département d'histoire. Et ici, dans ce tome-là, on va avoir des sauts temporels sur la fameuse bataille de Hastings, au temps de l'Égypte ancienne, et aussi à Constantinople, au moment où il ne faut pas y aller. Voilà. Au moment de la plus grande croisade violente de Constantinople. Autant vous dire que ce n'est pas vraiment le moment d'aller traîner vos guêtres là-bas. Mais bon, Sainte-Marie étant, Sainte-Marie étant Sainte-Marie, il est évident que sauter à Constantinople au moment d'une des plus violentes croisades, voilà, c'est le quotidien hein, des historiens de Sainte-Marie. Et donc ici, bon, on en est quand même au tome 8. J'ai trouvé ce tome très... voilà, on oscille dans avec un panel de sentiments. On rit beaucoup, évidemment, mais il se passe beaucoup de drames qui touchent des personnages emblématiques de cette saga. On perd des personnages emblématiques de cette saga. C'est toujours extrêmement difficile de voir partir un personnage auquel on s'est attaché pendant quand même 7 tomes, et on le voit disparaître au bout du 8e. C'est un crève-cœur quand même, parce que tous les personnages qui peuplent cet institut de Sainte-Marie, bah, on s'y attache quand même au bout de 8 tomes. Voilà, il y a de grands moments, grands moments d'émotion. Là, on voit quand même le personnage de Maxwell à un grand tournant de sa vie. Elle est devenue maman. Alors évidemment, quand on la connaît, c'est pas une mère traditionnelle. Hein. C'est pas la maman qui est au fourneau, qui prépare des bons petits plats, qui prépare des goûters, les tartines des enfants avec de la pâte à tartiner dont je tairai le nom, qui prépare des grands bols de chocolat chaud. Non, hein, rappelons-le, hein, c'est quand même Maxwell. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas Mamie Gâteau. Voilà, mais bon, elle a ses travers, elle a ses torts, mais on l'aime comme elle est. Il faut la prendre comme elle est. Il faut la prendre comme elle est. Voilà. Même mon chéri est d'accord. Il ne la connaît pas, mais il est entièrement d'accord. Oh, t'as ramené des gâteaux? Surprise! Oh! C'est bien d'avoir un homme qui fait les courses. Oh! Oh! Tu peux les montrer à la caméra? Voilà ce qu'on va manger ce midi, les gars. Ah, c'est bon, hein? Voilà. Et voilà. Je t'enverrai faire les courses plus souvent, du coup. Même quand je travaille pas. Ah oui, j'aime bien quand tu travailles pas, oui. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce tome-là, si ce n'est que il va se passer énormément de choses très importantes pour les personnages et pour l'Institut. Et bah, à chaque fois que je referme, un des tomes de la saga, bah, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur le suivant. Et comme les choses sont bien faites, le tome 9 sort au mois de mars, je crois qu'il sort le 10 mars. Et j'ai hâte de connaître la suite, hein, forcément. Je vous encourage, encore une fois, vivement à découvrir cette saga si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les voyages dans le temps, si vous aimez des personnages attachants qu'on apprend à aimer et à apprécier de plus en plus au fil des tomes, si vous aimez l'histoire, vous serez servi. Et si vous aimez aussi les situations un petit peu rocambolesques, eh ben, vous serez servi encore une fois dans cette saga. Ici, on va assister à une expérience scientifique où il va pleuvoir des chats et des chiens. Oui, 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 tout
à fait, il va pleuvoir des chats et des chiens. Alors, c'est complètement incongru, mais c'est le moment, c'est le quotidien de Sainte-Marie, j'ai envie de vous dire. Certains personnages vont être complètement blasés, d'autres vont encore se demander ce qui se passe et demander des explications, mais c'est encore un moment dantesque. Euh, c'est ce genre de moment-là qui fait tout le sel de cette saga. Je vous encourage vivement à la découvrir si ce n'est pas encore fait. Et si ce n'est pas encore fait, je viendrai vous fouetter moi-même. Ah oui, alors non, je pense que certains aimeront le fouet, mais ne liront pas plus pour autant la saga. Je ne sais pas ce que je vous ferai, mais je vous le ferai si vous ne découvrez pas cette saga. Allez-y, franchement, vous passerez un excellent moment. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu cette semaine. Vous savez bien que j'adore vous lire et que j'adore papoter avec vous en commentaire sous les vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est très important pour le développement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!